à tous. N'hésitez pas du coup à poser vos questions. Donc, moi, je m'appelle Cécile, je travaille à la Ruche depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur l'animation de la communauté et puis aussi sur la gestion du site et de toute la partie marketing. Donc, enchantée pour ceux que je ne connais pas encore. Du coup, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est du coup 1 heure avec Pauline Pélissier, donc qui va du coup se présenter. Je vais te laisser après te présenter Pauline, mais tout d'abord, je voulais vous présenter aussi Anya qui travaille avec moi. Si Anya, tu peux te présenter. Ok. Donc, je m'appelle Anya, je suis animatrice de communauté à la ruche. Et bon, un peu pareil que Cécile, mais plutôt côté interne, donc avec le coworker. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, on va animer ensemble ce webinaire et puis bah, je vais te laisser du coup, Pauline, te présenter. Mais avant ça, je vais du coup juste vous partager le programme. Donc, l'idée, c'est de revenir sur le parcours, sur ton parcours, Pauline, et sur comment voilà, surmonter les obstacles de l'entrepreneuriat, les secrets du succès de ton projet, tes conseils, les journées types, etc. On abordera tous ces sujets. Donc, si vous avez aussi d'autres questions, on aura un temps de questions-réponses à la fin, mais vous pouvez aussi les rajouter dans le chat au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre. Du coup, Pauline, bah, je te laisse te présenter. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Cécile pour l'invitation. Je suis super contente d'être là aujourd'hui et de faire partie de ce premier webinaire témoignage qui va revenir sur mon parcours. Ça me permet moi aussi de me remémorer en fait les étapes et de faire un mini bilan. C'est quelque chose qu'on ne prend jamais vraiment le temps de faire, donc ouais, hyper utile même pour moi. Voilà, donc pour me présenter, je m'appelle Pauline Pélissier, j'ai bientôt 37 ans. Je suis journaliste indépendante à Paris. J'habite à Paris depuis, j'ai recalculé hier, 14 ans, dont 10 ans dans le 20e arrondissement, qui est l'ancrage local, en fait, le lieu où j'ai créé un média local il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle Mon Petit 20e et qui peut être un peu au cœur du sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline. Et bah, du coup, je pense qu'on va débuter. On vous a préparé du coup des questions. Et puis, bah, encore une fois, si vous en avez d'autres, on aura un temps d'échange à la fin. Du coup, Anya, si tu veux commenter, je te laisse la main. Ok. Alors, bon, tu nous as un peu expliqué ce que c'était mon petit 20e, mais est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, Mon Petit 20e, c'est un média local, indépendant et en ligne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de papier. C'est entièrement numérique. Donc, c'est un site internet et c'est des réseaux sociaux. Donc, Mon Petit 20e est présent sur Instagram principalement. C'est là qu'il a le plus gros levier d'audience. On a à peu près 27 000 abonnés sur Instagram et un site internet qui enregistre entre 1 000 et 2 000 visites par jour. Après, on est aussi sur Facebook et sur Twitter. Voilà, donc c'est un peu et c'est à peu près le même contenu qui est posté partout, une histoire de gain de temps. Donc c'est des articles assez courts qui sont postés et sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Comme ça, chacun lit l'article, le consulte sur sa plateforme favorite, que ce soit un réseau social, le site web, sur un ordi, sur son téléphone. Donc voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est un média généraliste dans le sens où, en fait, il faut que c'est un lien avec le 20e, mais on peut faire de la politique s'il y a une campagne municipale, une campagne législative. On peut parler de sport avec des portraits de sportifs, et c'est ce qu'on va essayer de là de faire avec les JO, parce qu'il y en a certains qui habitent le 20e arrondissement ou qui sont passés par des clubs du 20e. On fait de la culture, il y a beaucoup de street art, il n'y a pas beaucoup de musées dans le 20e, mais il y a des théâtres, donc parfois on a aussi des partenariats avec des théâtres. Voilà, donc ça peut être de la culture, du sport, des sujets de société, des portraits. On est très enfin, il y a aussi beaucoup de choses sur l'école en ce moment, sur mobilisation pour l'école publique. Du coup, on va relayer quand il se passe des choses. Voilà, c'est vraiment toute la vie des gens, la vie quotidienne des gens. Donc voilà, sur plein de sujets très différents. Et parfois, on aime bien aussi partir d'un sujet national. Par exemple, on avait fait pour la lutte contre le cancer du sein, voilà, qui est le mois d'octobre, ouais, c'est octobre, hein, je me trompe pas. Et après, on peut faire des portraits. On avait fait des portraits de femmes dans le 20e qui se battaient contre le cancer du sein. En soi, c'est pas un sujet 20e arrondissement parce qu'il n'y a pas que dans le 20e qu'il y a le cancer du sein, mais on peut trouver des angles locaux pour traiter de sujets plus nationaux. Donc voilà, donc on essaye d'alterner entre tout ça. Ok. Et bah, c'est trop top. Mmh. Ok. Est-ce que tu veux bien nous parler, du coup, de ton parcours avant mon petit 20e? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu Exact. as fait? Avec quoi?
Donc moi, en fait, je suis lyonnaise à l'origine. J'ai vécu à Lyon les 23 premières années de ma vie. J'ai fait un IEP, Institut d'études politiques à Lyon, parce que je savais pas trop quoi faire. Et donc, on m'avait dit, ah, c'est généraliste, ça mène à tout. Tu pourras faire des relations internationales, de l'économie, de la culture, voilà. Et comme malgré ça, je savais toujours pas quoi faire et que je voulais justement pouvoir traiter de plein de sujets, autant du sport, de la culture, de l'économie, que devenir journaliste, ça me permettait quelque part de rester généraliste et de continuer à m'intéresser à plein de choses. Donc, je dis souvent que le journalisme, c'est un peu un non-choix. Et c'est en voulant pas choisir une voie qu'au final, je me suis retrouvée à faire ça. Donc, voilà pour la petite histoire. Ensuite, je suis venue à Paris faire une école de journalisme qui s'appelle l'IPJ Paris-Dauphine. C'est l'Institut pratique du journalisme, où voilà, ça dure à peu près 2 ans. Puis on fait des stages, etc. Suite à ça, j'ai commencé un PQR, qui est une très bonne école, du coup, presse quotidienne régionale. Donc, j'ai fait 2 étés au Progrès dans des locales. Et enfin, je pense que mon amour aussi du journalisme local est un peu né de ces expériences-là. On se retrouve c'est vrai, quand on a 22, 23 ans, qu'on est dans sa petite voiture à se balader dans un territoire et qu'on fait aussi bien un fait divers, qu'on va interviewer un maire, qu'on va visiter une expo et qu'on fait tout ça dans la même journée et qu'il faut carburer parce que c'est un quotidien et qu'il faut sortir des infos dès le lendemain. Surtout que c'était l'été, donc souvent on remplace aussi des journalistes titulaires et on débarque, on connaît rien. Enfin voilà, très formateur la PQR. Après, j'étais pigiste un peu à Paris pour M6, pour le JT d'M6 et pour Le Monde.fr pendant quelques mois. Et ensuite, mon premier boulot en CDI, enfin d'abord en CDI puis en CDI, j'ai travaillé pour le magazine Gradia, qui est un magazine féminin. Je pensais pas du tout travailler un jour dans la presse féminine. C'était vraiment le hasard, voilà, d'un poste à pourvoir. Et en fait, je faisais les sujets de société et le lifestyle. Donc, j'étais pas forcément sur la mode, la beauté, le people. J'étais quand même sur les sujets dits un peu sérieux. Donc, du journalisme web où on sortait pas beaucoup et il fallait faire de la news. Du coup, on a beaucoup appelé ça les forçats du web. C'est un peu, c'est pas très poli de dire comme ça, pisser de la copie, voilà, écrire des news, qu'elles soient bien référencées. Et donc là, ça m'a vraiment, même s'il y a eu des aspects très formateurs et très, très sympas, j'étais plus du tout sur le terrain, c'est cette année-là. Et donc, je pense que quand j'ai quitté on va dire, j'ai eu l'opportunité de quitter cette boîte parce que cette boîte-là a été rachetée. C'était Mondadori France qui a été racheté par Reworld Media. Et donc, j'ai pris en fait ma clause au bout de 7 ans parce que voilà, après 7 ans à passer derrière l'ordi, à faire un peu la même chose, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve un projet qui était plus en adéquation avec ce que j'aime faire, les rencontres, le terrain. Et donc, l'idée d'un média local est née à ce moment-là, donc il y a 4 ans, fin 2019, début 2020. Et voilà, donc peut-être que je te laisse poser la question suivante, parce que sinon je vais dérouler jusqu'à la fin. Bah, de toute façon, c'était la prochaine question. Ouais, exactement. Et où donc, t'es venue l'idée de créer ton propre média local? Ouais. Alors, il y a une petite graine qui a été plantée en fait pendant mes études à l'IPJ, Institut pratique du journalisme, parce qu'il y avait un média local dans l'arrondissement où était implantée l'école, qui est le 9e arrondissement. L'école est rue Saint-Georges, il y avait l'Express qui était à ce moment-là dans ce coin. Et en fait, il y avait un média local qui s'appelait Le Nouveau Neuf. Et en tant qu'étudiant en journalisme, quand on était dans la filière presse écrite et web, on collaborait avec ce média local. Et du coup, la personne qui avait créé ce média local avait un partenariat avec l'école. Et du coup, on écrivait pour son média local des petits articles dans le quartier. Je me souviens, j'avais fait les meilleures crêpes du 9e arrondissement. Voilà, petit souvenir. Donc voilà, je savais que les médias locaux existaient. Et ah oui, je me suis trompée, j'ai dit le Nouveau Neuf, parce que maintenant il y a un média local qui s'appelle le Nouveau Neuf, mais en fait ça s'appelait pas le Nouveau Neuf, ça s'appelait le Daily 9e. Donc j'ai un fact-checker qui m'écoute et qui vient de me dire que j'avais dit une bêtise. Donc ça s'appelait le Daily 9e. Ça n'existe plus et maintenant on en parlera plus tard, il y a d'autres médias locaux à Paris et donc il y a un média local qui a bientôt un an, enfin qui a quelques mois, qui s'appelle le Nouveau Neuf. Voilà, donc j'avais cette idée en tête que les médias locaux existaient, mais il n'y en avait pas forcément dans mon arrondissement, dans mon quartier. Et c'est vrai que quand j'ai quitté Grazia et que voilà, je me suis dit, bah, je vais aller chercher soit un nouveau boulot, soit être indépendante, piger. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien dans mon quartier, donc je me suis dit, bah, je pourrais peut-être commencer déjà à écrire un peu chaque jour sur le 20e arrondissement, ouvrir juste un compte Instagram, commencer à poster dessus. Et le temps de chercher un autre boulot, au début, je me suis dit, bah, ça va être un peu une activité qui va m'occuper peut-être 6 mois, le temps
un peu en transition vers un nouveau boulot. Et finalement, en fait, ça a pris de l'ampleur. Puis il y a eu ces histoires aussi de confinement. C'était quand même des années un peu particulières qui ont fait aussi qu'on a passé plus de temps dans nos quartiers et que les gens étaient aussi contents de redécouvrir leur environnement. Et donc, ce side project, en quelque part, est devenu maintenant, en fait, le projet un peu central de ma vie pro. Ok, j'aime trop. Très bien. Et alors, quand tu as créé mon petit ancienne, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, je vais lâcher? Enfin, quel obstacle tu as rencontré et tu te dis, ça, non, je dois le surmonter. Il faut que j'y arrive, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je pense que des obstacles, on en a tous les 6 mois, tous les ans, ou de la démotivation assez régulièrement. Hein. C'est pas parce que le projet est toujours là 4 ans plus tard et qu'il progresse qu'il n'y a pas des moments où on a forcément des moments de démotivation. Alors, j'en ai listé quelques-uns pour pas oublier. Donc, non, en fait, la vraie difficulté, la difficulté première, mais à tous les projets de ce type, c'est vraiment la monétisation. Parce qu'en fait, j'avais un média local, des lecteurs, mais en fait, j'avais pas d'argent qui rentrait et j'avais vraiment beaucoup de mal à aller. En fait, être journaliste, écrire des articles ne me posait pas de problème, mais il y a un moment, comme me disait une personne qui m'a accompagnée, il m'a dit, mais Pauline, en fait, c'est ton hobby, ce n'est pas ton activité pro. Si tu génères pas d'argent, que tu rentres pas d'argent, c'est pas une entreprise et c'est pas un projet entrepreneurial et c'est pas un boulot. En fait, tu fais du bénévolat. Donc, je trouvais ça toujours hyper dur quand il me le disait parce que j'étais là, mais ça marche, mais j'ai des followers, mais j'ai des lecteurs. Et il me disait, mais en fait, il faut que tu aies un client. En fait, il faut que tu appelles 50 personnes, que tu ailles voir tous les commerçants et qu'ils soient prêts à te soutenir. Et si ton modèle est publicitaire, ce qui est le cas, en fait, parce qu'en tant qu'indépendante, du coup, je ne dépends pas de la mairie. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir de l'argent qui vient de plein de petits annonceurs pour pas dépendre d'une seule personne. Et donc, ouais, la difficulté, c'était la monétisation, sachant que j'ai pas du tout en profil, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas voulu être commerciale, je me suis jamais vue dans la peau d'une entrepreneur. Et d'un coup, il fallait que je monte en compétence sur ces sujets-là. Et je trouve que de parler d'argent, de faire des devis, de savoir le juste prix, combien vendre, tout ça, c'est vraiment difficile quand on n'a pas de formation. D'où la ruche et des programmes comme ça qui nous donnent en fait la base aussi de l'entrepreneuriat et qui nous aident un peu à nous dépatouiller et aussi à gagner confiance en fait parce que c'est pas forcément des choses sur lesquelles on est à l'aise. Donc ça, c'est le premier obstacle. Je vais essayer de dire les autres un peu plus rapidement. J'ai eu aussi une déception parce qu'à un moment, j'avais demandé une subvention. En fait, il y a une subvention qui existe qui s'appelle la bourse émergence qui est proposée par le ministère de la Culture. Et on peut postuler en tant que média émergent de moins de 3 ans. Et donc, voilà, je connaissais un média local pas très loin de chez moi qui en a bénéficié. Donc, je me suis dit, ah ben, c'est chouette, on est un peu enfin, un peu sur les mêmes créneaux, on fait un peu la même chose. Donc, s'il l'a eu, potentiellement, je vais l'avoir. Sachant que ça demandait beaucoup de boulot parce qu'il faut faire un business plan sur 3 ans. Donc, je me suis retrouvée dans des fichiers Excel, des choses que j'avais jamais faites avant. Heureusement, la ruche m'avait trouvé quelqu'un qui m'a aidé en fait à faire ça. Donc, beaucoup de boulot pour au final, en fait, que ça n'ait jamais fonctionné. Parce qu'ils m'ont. La première réponse, c'est que j'étais trop un city guide, en fait, un guide de bonnes adresses, comme si j'étais le petit routard du 20e et que j'étais pas assez un média local d'infos d'intérêt général. Et du coup, ce que j'ai contesté, donc j'ai fait un appel, j'ai fait appel de leur décision en leur disant, bah, regardez, j'ai couvert les municipales. Enfin, en gros, je leur ai montré que je traitais de plein de sujets d'actualité et ils étaient peut-être tombés sur mon site un jour où effectivement il y avait les brunchs du 20e à la une et qu'ils n'avaient peut-être pas forcément une vision très réelle de ce que je faisais. Et en fait, j'ai fait appel et je n'ai jamais eu de retour. Donc voilà, ça m'est un peu resté en travers de la gorge cet investissement pour une subvention au final que j'ai pas eu. Et surtout, ce qui s'est passé, et du coup ça ce sera dans mes victoires, c'est que finalement en fait j'étais reconnue l'an dernier média par la CPPAP, qui est la commission paritaire des publications et des agences de presse qui dépend, qui est aussi une instance officielle qui a reconnu mon petit 20e comme un vrai média. Et donc, si j'avais eu cette reconnaissance avant, ça m'aurait permis en fait d'avoir la subvention. Enfin voilà, bref. Mais du coup, parfois, on passe beaucoup de temps. On se dit, bah super, si je gagne plusieurs milliers d'euros de subvention, je vais pouvoir prendre un contrat pro, une contrat 1 ou une contrat pro. Je vais pouvoir d'un coup passer un cap que en fait je n'ai jamais vraiment passé. Donc forcément des déceptions. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je disais oui, sinon les difficultés, je trouve que c'est la gestion du temps quand on est tout seul sur un projet
qui est très chronophage. Donc voilà, c'est difficile. L'isolement, la solitude, quand on se pose des questionnements, en fait, on n'est pas deux dans le projet et donc on va chercher des conseils ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu solitude qui peut arriver. Et j'avais noté quoi? Et si j'avais eu aussi un petit coup de mou, j'ai eu mon site qui a été piraté. Une fois, j'arrivais plus du tout à me reconnecter sur mon back-office. J'étais vraiment au bout de ma vie, en mode, j'ai créé un site, mais je n'y ai plus accès. Et donc là, j'ai dû passer par des webmasters qui m'ont réparé l'accès à mon site, mais un service payant hyper cher, où il fallait que je m'abonne chaque mois à leur service. Donc pour l'instant, je suis engagée avec des webmasters à 70 € par mois sur 1 an. Et j'espère pouvoir pas m'en débarrasser, mais trouver d'autres solutions pour... c'est vrai que pareil, là, c'est de la montée en compétences quand on ne maîtrise pas. Voilà, informatiquement, voilà, je ne suis pas informaticienne, donc quand ça dépasse mes compétences, il faut aussi savoir faire appel à d'autres personnes et ça a un coût. Donc voilà. Merci beaucoup, Pauline. Je reviens un peu sur ce que tu disais sur le temps. Tu disais qu'effectivement, c'était pas évident. Je pense que c'est une question voilà, qui revient aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat sur le temps. Est-ce que tu peux nous partager un peu une journée type, enfin, tu n'as peut-être pas de journée type d'ailleurs, mais de nous dire un peu toi comment tu t'organises et est-ce que tu as appris aussi des choses au fur et à mesure du temps, enfin, de ton expérience pour un peu optimiser justement ce temps-là? Ouais. Je pense que je suis encore beaucoup dedans à essayer de voir comment optimiser. En fait, j'ai l'impression de faire plein de micro-tâches dans la journée, de répondre à des mails, de poster un mini truc, de faire plein de minuscules trucs. Et en fait, la journée est passée super vite et j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour avancer sur des choses de plus grande envergure. Après, je pense que c'est aussi beaucoup propre à des activités digitales où on a des mails, une réunion, on doit répondre à autre chose. Et donc, en fait, on se dit, mais j'ai fait quoi de la journée? Comment c'est passé aussi vite? Donc, ça, je trouve ça hyper dur. Après, au niveau de la journée type, c'est un peu toujours les mêmes tâches qui reviennent, mais dans des ordres différents. Donc, ça peut être un reportage à l'extérieur, du coup, aller rencontrer quelqu'un, un habitant du 20e, un entrepreneur, enfin, voilà, partir sur le terrain. Ça va être un temps d'écriture pour écrire les articles. Et puis, il y a un temps ça va rendre plus à du community management où il faut aller poster l'article, il faut le rentrer sur le back-office du site. Donc, voilà, il y a à la fois du terrain et aussi du travail vraiment de plus de bureau derrière l'ordinateur. Voilà, en gros. Et qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'il y a enfin, il y a quelque chose, enfin, t'aimes tout et t'aimes cette diversité de tâches ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire ou des, enfin, voilà. Non, ouais, non, non, les deux sont complémentaires, hein. Une journée où il pleut comme ça, je suis bien contente d'avoir des tâches à faire au chaud derrière mon ordinateur. Mais non, 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 c'est chouette. Non, effectivement, les rencontres, heureusement en fait qu'il y a cette dimension humaine et ces rencontres multiples qui viennent rompre avec le côté solopreneur où on est quand même beaucoup seul derrière son ordinateur à mener son projet. Donc ça compense bien en fait qui est des rencontres en vrai et du digital et des moments seuls et des moments à plusieurs. Parfois, j'essaie de collaborer aussi avec des photographes du 20e et on peut partir faire un projet ensemble. Donc voilà, d'avoir des dimensions différentes. Et c'est vrai que je me rends compte que quand on travaille à deux, etc., d'un coup, c'est une autre envergure et une richesse aussi, quoi. Alors, dis-moi, bon, on en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce que la ruche a apporté dans ton accompagnement, dans ton projet? Qu'est-ce qui t'a marqué en fait? Alors moi, je décrirais vraiment comme ça m'a apporté vraiment le b a ba de l'entrepreneuriat. En fait, je vais pas dire, j'ai fait une mini école de commerce en quelques semaines avec les bases de voilà, qu'est-ce que tu proposes, c'est quoi ta proposition de valeur, enfin des termes en fait que je connaissais pas forcément. Et voilà, maintenant, je me dis quand les gens me posent une question, genre j'ai un peu le jargon, je fais pas totalement imposture et je peux faire genre je connais un peu. Non, je pense que ça m'a vraiment confortée aussi dans mes intuitions. Ça veut dire que peut-être que j'avais des doutes et j'avais besoin un peu dans les temps, en fait, ce qui est assez bien avec la ruche, c'est qu'il y a à la fois des choses en ligne, il y a des choses en présentiel, on fait partie d'un collectif aussi, donc j'ai rencontré d'autres entrepreneurs et donc sur comment je gère mon temps, l'isolement, tout ça, on peut vraiment en discuter à plusieurs. Et dans tout ce qui était mentorat, je trouvais ça hyper bien d'avoir des mentors et enfin des gens à qui on rend un peu des comptes, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on a un rendez-vous et on se fixe un objectif. Du coup, le mois d'après, on arrive, on dit, voilà, on essaye de l'avoir accompli. Donc, en fait, ça nous force aussi à prendre des engagements pas qu'envers nous-mêmes, où on ne les tiendrait pas forcément, mais aussi envers autrui, envers la personne qui prend du temps pour nous accompagner.
Et ça m'a aussi permis d'être mise en relation avec des experts, notamment cet expert qui m'a aidé en fait à faire un business plan de mon média sur 3 ans, que j'aurais été totalement incapable de faire toute seule, quoi. OK. Et bah, trop bien. Je regarde s'il y a d'autres choses, mais... Quel conse Mmh. Tu me disais, quel conseil t'aurais aimé toi qu'on te donne peut-être, quand tu t'es lancée? Bon après il y a forcément, enfin voilà des choses, enfin des épreuves à surmonter, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as appris au fur et à J'entends mesure pas. et qui La pourraient question, faire ça a gagner bugué, du non? temps, du coup des entrepreneurs qui nous écoutent? Ah, tu C'est un m'entends? peu bugué. C'est quel conseil je retiens de la ruche? J'ai retenu de la ruche, non? Ou quel conseil j'aurais aimé qu'on me donne? Ouais, c'est ça, si tu veux. Je pense que j'ai un problème Ok, de très ouais. bien. Ouais. Alors, du coup, un des conseils de la ruche que je répète souvent et que je me répète souvent, c'était faut pas attendre en fait d'avoir le produit parfait, d'avoir la chose, le site parfaitement fini en fait pour se lancer, parce que sinon on se lancera jamais, alors que j'avais investi. Oui, du coup, je continue. Donc, je conseillerais en fait voilà, si vous êtes comme moi et vous avez peur de lâcher, d'avoir investi un peu d'argent, ça m'engageait en fait envers moi-même. Et aussi, ça m'a permis d'un coup, en fait, le site, je le trouvais beau, il avait le logo me plaisait, donc même en fait, aux yeux de l'extérieur, après quand je sollicitais des interviews, parce qu'en fait, dès le début, en mars 2020, j'avais des élections municipales et j'ai voulu interviewer tous les candidats aux élections municipales en me disant, bah, j'espère qu'ils vont accepter quand même une interview, voilà, je suis en nouveau média local, ils ne me connaissent pas. Et le fait d'avoir tout de suite un site qui fasse pro, qui fasse sérieux, etc., bah, en fait, vis-à-vis d'autrui, en fait, ça rassurait aussi sur le côté sérieux du projet. Donc, je pense que voilà, d'investir un peu d'argent pour, pour, pour vous engager vous-même dans le projet, mais aussi pour que les autres y croient, en fait, je trouve que ouais, pour moi, ça a bien fonctionné. Mais après, c'est aussi mon rapport à l'argent qui est comme ça, où si j'engage des sous dans quelque chose, je vais moins lâcher que si j'engage rien du tout, quoi. Même si, en vrai, le temps que vous passez sur vos projets, même si vous ne mettez pas des sous, ce temps-là, en fait, c'est potentiellement de l'argent aussi parce que vous ne travaillez pas sur autre chose et voilà, vous n'avez pas de revenus, tout ça. Donc, effectivement, en dehors de ces 2 000 euros, c'est des milliers d'heures de travail pendant 2 ans qui n'ont pas été rémunérés et qui ne le seront pas. Mais c'est ça aussi, on va dire, l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut prendre des risques. Et oui, et du coup, pour revenir sur mon projet, c'est qu'aussi, j'avais pu, en quittant ma boîte quand elle s'est fait racheter, vu que ça faisait office de rupture conventionnelle, j'avais en fait mes 2 ans de chômage. Et du coup, le pari aussi de ce média, c'était de se dire, mais en fait, j'ai 2 ans pour que la communauté pour faire grossir mon compte et acquérir suffisamment de lecteurs pour que quand mon chômage s'arrête, dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, parce que je bossais un petit peu en parallèle pour essayer de reculer toujours plus mon chômage et avoir toujours un peu ce filet de sécurité. Et le pari, c'est qu'il faut que le jour où le chômage s'arrête, en fait, le média soit capable de fonctionner et de prendre le relais. Donc, c'était vraiment le risque. Le risque. Et quand je disais que c'est compliqué le rapport à l'argent pour moi, c'est qu'en fait, j'ai vraiment eu du mal à démarcher les commerçants, les restaurateurs, les entreprises du 20e. Et c'est quand j'ai vu qu'en fait, il me restait 1 ou 2 mois de chômage et qu'après, ça allait s'arrêter, qu'en fait, là, j'ai vraiment plus le choix. Je me suis dit, mais en fait, là, tu n'as plus le choix, il faut y aller. Et donc voilà. Mais peut-être qu'en fait, si j'avais été un peu moins frileuse et si j'étais moins réfractaire voilà, au démarchage commercial, j'aurais peut-être pu y aller plus tôt, clairement. Mais là, j'étais dos au mur et peut-être que voilà, j'avais plus le choix. Donc voilà. Et ça, heureusement pour moi, ils ont été plutôt, ils m'ont bien accueilli et ça a bien fonctionné. Et donc maintenant, le média génère de l'argent et me permet de me rémunérer. Est-ce que tu as des conseils à partager justement sur cette partie un peu de démarchage? Est-ce que, voilà, des apprentissages à partager? Ouais. Ouais. Alors, je sais que d'autres médias locaux, parce que je vous en parlerai après, en fait, c'est vrai que ce qui m'aide aussi beaucoup maintenant, c'est qu'on a créé un collectif de médias locaux à Paris. Euh, et on échange beaucoup sur nos pratiques et on s'encourage. Donc ça, c'est vraiment un gros soutien.
Et je sais il y a certains médias locaux qui vont clairement dans la rue rencontrer les commerçants directement, leur parler, etc. Moi, je sais que c'est hyper dur pour moi, en fait, d'aller voir les gens et potentiellement pas tomber sur la bonne personne, me prendre des vents. Enfin, je trouve ça hyper dur en physique. Donc moi, je démarche beaucoup, en fait, via les réseaux sociaux. J'envoie un petit message pour me présenter en MP sur Instagram. Bonjour, on est un média local dans le 20e. Voilà, je me présente et je dis un peu qu'on peut, voilà, je leur explique qu'on peut leur apporter de la visibilité et que enfin, déjà en plus, je leur explique que on va pas pouvoir relayer et présenter toutes les adresses du 20e et on met vraiment en avant le commerce indépendant et des gens qui sont en accord avec notre ligne éditoriale et nos valeurs. Par exemple, on ne va pas faire demain une pub pour une agence immobilière ou pour un opticien, ou voilà, on va vraiment aller chercher des grosses chaînes, en fait, on ne fera pas, on va vraiment faire sur des indépendants. Donc, on leur explique aussi qu'on les a identifiés, qu'ils rentrent dans notre ligne éditoriale et que s'ils cherchent, eux, à se faire connaître, on peut être un moyen pour eux, en fait, d'acquérir de la visibilité dans le quartier. Et pour revenir à la ruche, désolée, c'est un peu une des choses que j'ai apprises aussi lors de l'accompagnement, c'est que, en gros, je ne vais pas chercher que des mécènes pour mon média, je ne vais pas les convaincre que mon média est génial, venez m'aider, mais je suis aussi là pour répondre à un de leurs problèmes, qui est qu'ils ont du mal, eux, à se faire connaître. Et en fait, notre service en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre à une problématique qui est celle de nos clients. Et donc, voilà, c'était assez difficile pour moi forcément de l'identifier, mais de me dire, en fait, je suis aussi là pour leur rendre service et les aider. Et ça a un coût parce que je vais me déplacer, je vais faire les photos, je vais écrire l'article, je vais publier tout ça. Et donc, voilà, d'identifier chez eux une problématique et de leur montrer en fait qu'on est une partie de la solution. Super intéressant. Est-ce que tu t'es basé, enfin, est-ce qu'il y a des inspirations que tu as pu avoir ou je sais pas, des ressources enfin, voilà, que tu as partagées, que ça enfin, soit des livres ou des personnes avec qui tu as échangé, est-ce que, qui t'ont fait avancer un peu dans tes réflexions ou ont un peu marqué voilà, des déclics Ouais. Du coup, j'en parlais tout à l'heure des médias locaux à Paris. Et c'est vrai que dès le départ, en fait, quand je me suis lancée, je suis allée rencontrer d'autres médias locaux en me disant, bah, eux, ils vont. D'autres médias locaux qui ne sont pas sur mon territoire et qui sont sur d'autres territoires. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas concurrent direct. Et donc, ils vont pouvoir un peu me donner les tips, m'expliquer est-ce que c'est possible d'en vivre ou de ne pas en vivre. Donc, je me suis dit, l'idée, c'est aussi de gagner un peu du temps en regardant. Si tous m'avaient dit, en fait, on est bénévole, on ne peut rien générer d'argent, enfin, on ne peut pas générer d'argent, c'est pas viable, ben, peut-être que j'aurais pris ça en compte. Donc, c'était assez chouette aussi d'identifier des gens et de voir qu'ils avaient quelques temps d'avance sur moi et que potentiellement, il y avait une possibilité que ça marche, même si ça reste quand même très complexe et c'est pas facile. En fait, on voit que la presse, de manière générale, va pas très bien. Et donc, les médias locaux qui font partie de ce secteur économique-là sont eux aussi en difficulté. En fait, il y a une grosse montée des influenceurs, etc., qui prennent beaucoup de budget. Et en tant que média, exister, c'est pas forcément hyper simple. Et donc, ça a toujours été une grosse difficulté aussi en tant que mon petit 20e de me dire, ben voilà, est-ce que je me mets face caméra, est-ce que je fais des reels? Non, je ne suis pas une influenceuse. Donc, en fait, je vais continuer à faire des textes, des photos, rester fidèle à mon ADN et ma ligne éditoriale. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est aussi, on se pose des questions en permanence. Donc, d'aller rencontrer des gens et d'autres médias locaux, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, je pense je ne l'ai pas dit, je l'ai pas redit, mais parmi les conseils, c'était savoir être bien entouré et regarder les ressources dont on peut profiter autour de soi. C'est vrai que par exemple, j'ai un petit frère, lui, qui est plus dans le marketing et qui a plus un profil commercial que moi, j'ai pas du tout. Et donc, lui, il a plus un regard à me dire, non, mais là, je comprends pas, pourquoi ce poste-là, tu le fais pas payer. Enfin, voilà. Du coup, lui, il va avoir un regard hyper différent du mien, ce qui peut clairement m'aider. Mais parmi les conseils que je dirais aussi, c'est que c'est bien de savoir écouter les autres. Par exemple, mon petit frère, il m'avait dit, bah, mets une carte du 20e sur ton site et t'épingles les adresses. Parce qu'une fois qu'elles sont descendues en bas de ton feed Instagram ou qu'elles sont cachées au fond de ton site, les gens, ils ne peuvent pas retrouver les adresses autour de chez eux. Donc là, j'étais là, t'as raison, faisons une carte, etc. Mais parfois, en fait, on a tellement plein de conseils contradictoires qu'il faut aussi savoir se fier à son intuition. Et donc, c'est vrai que voilà, mon frère qui est plus génération TikTok, tout ça, il me dit, mets-toi sur TikTok, faire des reels, etc. Je lui dis, en fait, déjà là, de gérer mon site, Insta, tout, ça me prend déjà tellement de temps que, en fait, si d'un coup je fais des reels, je vais sur TikTok,
j'ai pas le temps. 2, je sais pas faire. 3, je suis pas une influenceuse. Donc, pour l'instant, je résiste et je reste sur ma ligne. Mais peut-être, voilà, peut-être que j'évoluerai plus tard. Mais voilà, c'est toujours pas hyper simple d'aller chercher des conseils et parfois d'aller en chercher et de ne pas les suivre et de rester aussi fidèle à son intuition. Donc, voilà, c'est une oscillation permanente entre des tiraillements, en fait, permanence. Ok. Et en ce moment, est-ce que tu as des nouveaux projets? Est-ce que tu penses à quelque chose? Est-ce que tu nous offres quelque chose de nouveau aussi? Là, je suis plutôt dans une période enfin, essayer de stabiliser aussi le modèle. Ce qui est chouette, c'est que moi qui n'aime pas faire du démarchage commercial, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent. Donc, c'est plus temporiser en disant bah, cette semaine, je vais rencontrer qui, je fais quoi. Enfin, voilà, essayer d'organiser son temps. Donc, je n'ai pas de projet de grosse envergure. La semaine prochaine, du coup, pour le 8 mars, là, je travaille avec une illustratrice en partenariat, donc c'est chouette. On va faire un sujet sur les lieux féministes dans le 20e arrondissement. Donc ça va être un chouette projet. Et sinon, il faut vraiment que je m'y mette, mais je n'ai pas encore eu l'idée. J'aimerais bien faire quelque chose en vue des Jeux Olympiques, parce que ça va être quand même quelque chose d'important dans la ville. Mais voilà, quelle ligne adopter? Je sais qu'il y a d'autres médias locaux qui réfléchissent à faire des cartes de leur quartier pour distribuer aux touristes qui viendraient dans le quartier. Mais en fait, c'est aussi un gros investissement d'imprimer toutes ces cartes, de les faire, d'avoir plus ou moins le designer ou enfin la personne qui, au niveau graphique, qui va la réaliser. Donc, je ne pense pas me lancer sur quelque chose d'aussi, surtout qu'on est déjà en fait bientôt en mars. Voilà, donc mais voilà, j'aimerais bien trouver une petite capsule ou essayer de trouver des moments. Je voulais aussi que les habitants du 20e se rencontrent. J'avais fait quelques apéros pour qui est aussi que ce soit pas que digital et qu'il y ait aussi des temps de rencontre et des temps de partage. Donc, je sais pas si au moment des JO, voilà, j'essaye un peu de maturer sur cette question. J'ai pas encore l'idée, mais j'aimerais bien voilà, trouver quelque chose à faire sans pour autant basculer. C'est vrai qu'il y a beaucoup soit de gens qui critiquent énormément les Paris 2024, d'autres qui sont à fond. Donc, comment on trouve un juste milieu en faisant quand même des choses sympas sans devenir organisateur officiel de soirées de retransmission. Voilà. Du coup, je suis un peu, voilà. Il y a aussi des moments où on se laisse le temps de laisser les idées reposer. Voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les événements là dont tu parlais, de pouvoir que la communauté se rencontre, etc. C'est des choses que tu as déjà Oui. testées? Ouais, exactement. Au moment de la ruche était très bien tombée en termes de timing parce que je réfléchissais à faire une campagne de crowdfunding pour que les habitants du... En fait, l'idée, c'était qu'il y ait à la fois des annonceurs, du coup des commerçants, des restaurateurs, parfois des artisans, et qui est potentiellement des lecteurs qui aiment bien le média et qui contribuent en donnant régulièrement sur Tipeee ou sur une autre plateforme un peu d'argent pour aider le média. Et donc, j'avais lancé des tasses Mon Petit 20e et après, j'ai lancé des tote bags. Et donc, la ruche m'a aidé en fait à un peu organiser cette campagne de crowdfunding. Donc, ça, c'était pour répondre. Et donc, oui, et parmi en fait les contreparties à la Ok. campagne de crowdfunding, il y avait les gens qui donnaient 50 euros, ils pouvaient avoir la tasse, une affiche ou je sais plus quoi, et ils étaient invités à un apéro que j'organisais. Donc, c'est là que j'ai pu faire un apéro où les donateurs se sont rencontrés et c'était hyper sympa. Donc, il faut que je réfléchisse à un autre apéro. Mais l'idée, c'est de voir au niveau des inscriptions, tout ça, pour qu'il y ait à la fois du monde, mais qu'il n'y ait pas non plus, voilà, que ça reste un temps aussi d'échange et de partage. Donc, je réfléchissais peut-être à des apéros thématiques d'habitants du 20e qui partageraient un point commun ou par exemple je sais pas, je me disais les parents du 20e qui voudraient échanger sur les tips pour le 20e avec des enfants, d'autres sur, je sais pas, des entrepreneurs du 20e qui voudraient échanger. Voilà, c'est aussi quelque chose sur lequel j'aimerais me positionner en 2024, donc à voir. Ou si c'est les habitants du 20e qui adorent les JO, qui veulent se retrouver pour, pour faire l'apéro, on verra. Super. Et ben merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc on va enchaîner avec les questions. N'hésitez pas à rajouter les vôtres aussi si vous en avez. Ouais. Je vois qu'il y a Isabelle qui demande: as-tu passé le cap de la nouvelle appli Insta Thread, je ne sais jamais comment le prononcer, pardon, justement dédiée à l'écriture? Pas encore, mais il faudrait que je me penche dessus. En fait, chaque fois que je vois des suggestions dans mon Insta, ils choisissent toujours des super messages où j'ai envie de cliquer pour regarder et chaque fois, j'arrive pas à basculer. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps. Mais effectivement, il faudrait que je vois ce que ça peut apporter par rapport à mes posts habituels.
Ouais, c'est une question intéressante. Il y a Thierry qui a rajouté une question aussi. Quelle stratégie as-tu utilisée pour faire connaître ton site auprès de tes utilisateurs? Alors, les 10 000 premiers abonnés, je les ai eu de façon naturelle, donc je n'ai pas du tout sponsorisé de post. Après coup, je me suis dit que j'aurais peut-être dû, en fait, pour gagner du temps, sponsoriser un peu plus pour apparaître, en fait, dans le feed des gens, parce que on va dire, je ne sais pas si c'est flippant ou si c'est génial, mais on peut, en fait, sponsoriser vraiment sur un territoire donné, donc ça veut dire qu'on peut choisir d'apparaître, en fait, que les pubs apparaissent que dans le 20e arrondissement, donc en fait, pour un média local. C'est genre vraiment génial potentiellement, on peut gagner des utilisateurs. C'est vrai que quand j'en parlais à la ruche et qu'on parlait du fait d'aller trouver ses clients, et je disais, bah, moi, en fait, je sors de la ruche, je suis sur le trottoir dans le 20e, il y a des gens qui passent par cet arrondissement, soit ils y habitent, soit ils y travaillent, soit ils y passent. Et donc, tous les gens qui sont sur le territoire sont potentiellement des lecteurs potentiels. Après, les lecteurs ne sont pas forcément mes clients. Donc, c'est ça aussi qui était la complexité à la ruche. C'est que voilà, j'étais pas un restaurateur, pas une vendeuse, pas une marque de fringues où du coup le client me paye, mais du coup, il fallait que je gagne et des lecteurs et que les clients, c'était mes annonceurs. Voilà, donc ça, c'était un système un peu plus complexe. Et donc après, j'ai un peu sponsorisé quelques posts sur Insta, mais j'avoue, alors après, à voir si d'autres ont eu cette expérience-là, j'ai un peu l'impression que si on ne le fait pas régulièrement et qu'on arrête un peu de nourrir la bête, ils nous punissent un peu parce qu'on arrête de filer des sous. Donc j'avoue que chaque fois, je donnais 10-20 euros, mais j'ai fait ça hyper ponctuellement et j'essayais de ne pas trop dépendre de ça. L'idée, c'est de... Ça qui est difficile, c'est qu'on devient dépendant en fait des réseaux sociaux et on se dit si demain Insta s'arrête, en fait mon média, vu que tous mes lecteurs sont sur Insta, potentiellement mon média est menacé. D'où l'idée d'avoir à côté son site internet, sa newsletter. Donc là, j'ai à peu près quoi 500, 600 abonnés sur ma newsletter, d'essayer de gagner un peu plus d'abonnés newsletter parce que c'est des gens dont on a l'adresse mail directement. Et donc, il n'y a pas Insta en fait qui est entre nous. Donc, si demain Insta ferme, il y a quand même le site, il y a quand même la newsletter. Donc, essayer de gagner un peu en indépendance. Et pour me faire connaître, oui, ça, je ne l'ai pas dit, parce qu'en fait, on est très sur le digital, on pense que tout passe que par ça. Mais effectivement, vu que moi, mes lecteurs potentiels, ils sont autour de chez moi, j'ai la chance d'avoir ma maman qui, quand elle venait me rendre visite à Paris, j'avais fait imprimer des flyers, plusieurs milliers, je crois, il y en a un, j'ai mon flyer 5000 exemplaires. Et elle est beaucoup moins timide que moi, qui me cache derrière mon téléphone et n'ose pas trop aller démarcher les gens en vrai. Du coup, elle se mettait aux arrêts de métro, sortie du métro, et elle distribuait des flyers aux gens. Donc, je la remercie énormément. Où elle rentrait, en fait, dès qu'il y avait des gens qui sortaient de l'allée de leur immeuble, elle se faufilait et elle me faisait 50 boîtes aux lettres où elle déposait le flyer sur mon petit 20e. Donc, elle était trop fière quand elle rentrait le soir et du coup, c'était trop mignon. Et c'est vrai qu'en fait, une fois qu'elle avait déposé des centaines de flyers dans la journée, le soir, je sentais en fait sur mon site une grosse hausse des connexions parce que les gens avaient trouvé ça dans leur boîte aux lettres et ils allaient voir à quoi ça ressemblait le site. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment multiplier les différents canaux pour essayer de gagner un maximum de temps et progresser en termes d'audience et de lectorat parce que bien évidemment, en fait, si on veut après aller chercher des annonceurs, il faut qu'on ait des lecteurs et donc le lecteur, c'est quand même la base avant d'après aller chercher à monétiser. Je vois mon petit 20e itinérant aussi, au sein de sociétés partenaires, restaurants, salles de spectacle. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Faut que j'achète quoi? Une sorte de petit van et que je me balade dans le quartier ou que j'installe mon bureau dans des lieux. Ouais, non, ça peut se réfléchir. En fait, j'ai eu la chance d'avoir il y a une MJC dans le 20e, la MJC des Hauts-de-Belleville, et elle a un local très sympa, ça s'appelle La Petite Boutique, et c'est un local qu'elle met à disposition pendant quelques mois à des porteurs de projets qui veulent tester leur, leur projet en fait de boutique. On a une boutique un peu gratuitement, et donc je m'étais installée là-bas, et comme je ne pouvais pas occuper de la boutique toute seule, c'est quand même bien 25 ou 30 mètres carrés, pour juste vendre deux tasses et 3 tote bags, j'avais proposé à des créatrices du 20e de venir vendre. Du coup, il y avait des boucles d'oreilles, il y avait une photographe qui vendait des clichés aussi et qui faisait un studio photo. Donc, on avait investi la boutique à plusieurs. Et donc, j'avais un lieu, et ce qui était bien, c'est que les gens venaient et on échangeait aussi sur des idées de sujets, etc. Et potentiellement, j'aurais pu faire, je l'ai fait, mais de façon informelle, en fait, des conférences de rédaction où potentiellement les habitants peuvent venir et suggérer leurs sujets, etc. Donc ça, c'est le fait d'avoir un lieu
voilà, je crois qu'il y avait une question à un moment, mais on ne l'a pas encore évoqué, c'était où tu te vois dans 5 ans. Donc, c'est vrai que si dans 5 ans, je suis encore dans le 20e, je trouve que d'avoir un lieu où recevoir les gens, où ils peuvent passer une tête et dire, bah voilà, il se passe ça dans mon quartier, ou j'ai rencontré telle personne, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Ça pourrait être hyper chouette. Après, voilà, un local à Paris, etc., c'est quand même des frais et je n'ai pas cet argent-là à mettre là-dedans pour l'instant, mais ça pourrait être une piste pour apporter une nouvelle dimension dans quelques années. Trop bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a Isabelle qui avait aussi une autre question. As-tu suivi une formation Instagram, réseaux sociaux pour t'aider et si oui, laquelle? Non, j'ai pas suivi. Non, j'ai rien suivi. Pareil, là, un peu au feeling. Je regarde un peu de temps en temps les articles. Après, j'avoue que l'algorithme, j'ai l'impression que, enfin, quand j'en parle justement avec les membres de l'Hyper Local Media Club, qui changent tous les 3 ou tous les 6 mois. Donc, c'est dur de suivre. J'ai l'impression qu'il faudrait faire des formations tout le temps. Après, j'avoue que du coup, tout ce qui est Reels et tout, je suis pas méga à l'aise. Mais il faudrait, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faudrait potentiellement que je monte en compétence aussi là-dessus. Ou qu'on soit plusieurs dans ce média pour que des gens montent en compétence là-dessus. Est-ce que tu as déjà eu des personnes en alternance ou en stage Euh, j'ai eu des stagiaires avec plus ou moins comment on dit, de réussite, avec le meilleur comme enfin pas le pire, mais c'est vrai qu'en fait, la difficulté de ne pas avoir de local, ça veut dire qu'on se voit une fois dans la semaine, on se revoit une fois par semaine, on prend un café. Et c'est vrai que c'est dur en fait pour des jeunes de rester mobilisés quand on ne les voit pas tous les jours. Et donc, il y a vraiment qu'avec des stagiaires qui ont enfin, une énorme motivation et envie de devenir journaliste. Et j'en ai eu quelques-unes après qui ont intégré des écoles journalistes et qui maintenant sont journalistes pour une des plus anciennes. Et là, c'était vraiment génial parce qu'elles étaient en autonomie, elles faisaient leurs reportages, je leur corrigeais leurs articles. Enfin, c'était vraiment chouette. Mais ça ne peut pas convenir à tout type de stagiaires parce que le fait de voilà, de pas se voir, c'est compliqué. Trop bien. J'enchaîne avec la question de Pascal. Quels moyens matériels as-tu besoin en dehors de ton site, entre hébergement, images, applications, si tu veux un peu détailler Euh, tout ça. oui, bah en fait, j'ai un WordPress sur mon site. Avant de me le faire pirater, enfin, je le gère toute seule. J'avais juste demandé à une graphiste en fait de me le personnaliser, de me faire mon logo. Et après, du coup, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai un Canva parce que ça m'aide un peu potentiellement parfois pour un peu pour améliorer des photos, etc. J'ai juste Canva. Et sinon, dans mon téléphone, mon ordi, non, c'est assez simple. Je fais toutes les photos smartphone. Donc voilà, non, c'est plutôt l'équipement de base est assez rudimentaire, mais voilà, je pense que maintenant les smartphones font quand même des photos quand même hyper chouettes. Donc, et j'adore par contre, c'est vrai, quand j'avais fait justement le portrait de femme sur Octobre Rose, quand il y a un portrait, j'ai la chance d'avoir une amie photographe dans le 20e et je sais que j'avais eu d'autres propositions d'autres photographes qui me disent, bah voilà, une fois de temps en temps, si c'est 2 fois dans l'année, moi, ça me fait hyper plaisir de faire un shooting pour toi. Donc, je trouve que quand c'est des sujets un peu difficiles, voilà, des femmes voilà, qui ont perdu leurs cheveux, qui se trouvent pas forcément très jolies, tout de suite, une photographe, ça va beaucoup mieux les mettre en valeur et elles vont se trouver belles sur les photos. Alors que si moi, je débarque et je fais ça avec mon téléphone, ça sera pas forcément aussi subtil et aussi réussi. Et du coup, tu n'as jamais pris forcément de cours pour la partie photographie, mais c'est plus appel à des Non, photographes, c'est besoin. ouais, ouais. Ouais, non, ça, c'est des choses, ouais, je pense, ouais, le texte, les photos, les choses de base, c'est plutôt des choses que je maîtrisais depuis l'école et le fait de pratiquer un peu tout le temps, ouais, non, ça va. Du coup, c'est cool, il n'y a pas que de compétences à acquérir, il y en a qui sont à peu près acquises. Trop bien. J'enchaîne sur la question de Annie. Est-ce que tu pourrais détailler la partie monétisation? Est-ce que tu proposes un pack de mise en avant aux différents lieux? Oui, c'est exactement ça. En fait, je propose un pack aux différents lieux. Donc, c'est un article à peu près 2000 signes parce que sur Instagram, on est limité à 2200 signes, qui est posté sur Instagram, qui est posté sur le site internet et qui est posté sur les différents réseaux sociaux. Et voilà, et pour être méga transparente, là en ce moment, et ça fait plusieurs mois en fait que ce pack-là, je leur demande 350 € parce qu'il faut que ce soit accessible en fait à des petits
commerce indépendant. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à passer le cap d'augmenter. Voilà, du coup, on est là-dessus. Ils peuvent payer en 2 fois. Donc, ça reste quand même quelque chose de très accessible quand on voit que le bonbon, par exemple, c'est 3 000 € pour apparaître sur le bonbon. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir au moins 1 fois par semaine un annonceur, parfois 2 fois par semaine. Et on a aussi un système où on a des stories qui sont, elles, monétisées dans les 50 €. Et donc, avec ça, en fait, on arrive. Enfin, moi, ça me fait voilà, une grosse partie de mes revenus. Et après, j'ai encore quelques activités annexes en parallèle qui complètent, on va dire, pour pas avoir. J'ai du mal à mettre tous mes œufs dans le même panier. Et voilà, je donne un peu des cours d'éducation média, de journalisme à côté. Et je fais un peu de community management. Voilà. Mais on va dire que mon petit 20e, c'est quand même les 3/4 de mon temps. Je me posais une question. Quels sont les postes un peu, enfin, ou peut-être les profils de clients qui marchent le mieux en termes peut-être de démarchage? Est-ce que c'est plutôt des commerçants? Est-ce que tu as t'as un peu des pourcentages de savoir, enfin voilà, enfin, plutôt la partie client du coup, plus que lecteur, mais du coup la partie client, ça se répartit un peu comment? Ouais, bien sûr. Franchement, ce qui fonctionne le mieux, c'est tout ce qui est restaurant, tout ce qui est Mm. food. Les gens adorent manger. Et donc, ça va être le truc le plus enfin, une pizzeria, en fait, tout le monde potentiellement va dans une pizzeria, va dans une pizzeria. Alors que potentiellement, prof de yoga, d'un coup, ben, les mangeurs de pizza sont plus nombreux que les gens qui font du yoga. Donc, plus le secteur l'activité va être un peu de niche, plus, enfin, on va dire que les restaurateurs, ils me disent que le lendemain, en fait, tout ce qui est bar, restaurant, potentiellement le lendemain, le surlendemain, il y a un gros afflux de clients suite à l'apparition sur mon petit 20e et dans les jours qui suivent. Alors que je sais pas, par exemple, moi, j'avais fait sur une école de bijoux, où on apprend à venir faire des boucles d'oreilles. Bah, d'un coup, ça va tout de suite être un autre coup. Voilà, faut être dispo, faut avoir envie de faire ça. Après, quand on annonce ça et qu'il y a des milliers de personnes qui vont voir le post, bien sûr que sur, je sais pas, à peu près un post, ça fait à peu près 10 000 vues. Bah, c'est sûr que sur les 10 000 personnes, eux, s'il y en a une dizaine qui viennent, ils sont déjà très contents, en fait. Mhm. Parce qu'ils savent tout de suite qu'eux-mêmes sont un commerce plus niche qu'une pizzeria, par exemple, où voilà, il va y avoir beaucoup plus de gens concernés que par la création de boules d'oreilles. Trop bien. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il y a des moments où enfin, j'imagine que dans le 20e, il se passe pas mal de choses, mais après, ça dépend aussi des quartiers. Est-ce que tu arrives toujours à te réinventer, à trouver des idées? Est-ce que, enfin voilà, c'est quoi un peu tes process pour te dire, OK, le prochain reportage ou le prochain sujet ou le prochain client, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai oublié en fait dans la présentation du média au tout début, j'avais prévu de le dire et j'ai zappé parce que pour les gens qui connaissent pas forcément, ils ont du mal à se rendre compte. En fait, le 20e arrondissement, c'est 200 000 habitants. Donc, c'est l'équivalent d'une ville comme Reims ou comme Saint-Étienne. Donc, en fait, dans ces villes-là, potentiellement à Saint-Étienne, parce que du coup, moi, j'ai bossé au Progrès lors de mes étés en PQR, bah, en fait, il y a plus qu'un seul journaliste qui bosse pour le Progrès à Saint-Étienne. Donc, en fait, déjà, d'être toute seule dans le 20e, potentiellement, on pourrait être une petite équipe et on pourrait être 3 et pas se marcher dessus pour un bassin de population de 200 000 habitants. Donc, clairement, toute seule, en fait, je fais des impasses et je peux vraiment pas tout traiter, hein. Toutes les semaines, j'ai des parents qui me contactent parce qu'il y a des soucis, il n'y a pas de chauffage dans telle école, tel asso qui me contacte sur tel truc. Et en fait, je peux pas, en fait, clairement, je peux pas suivre. Donc, je suis obligée de faire des choix. Je suis parfois obligée de faire des choix. Donc, je leur dis, ben, je fais une petite story pour donner l'info, ou j'attends plus tard de faire un sujet plus global et je vais parler de plusieurs écoles. Là, il y a d'autres écoles qui se sont unies et ça a représenté 10-15 écoles, donc là j'y vais. Mais c'est vrai que potentiellement il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est restauration, il y a chaque semaine des adresses qui ouvrent et aussi malheureusement des adresses qui ferment. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'en dehors du fait que c'est dur pour la presse et pour les médias de manière générale, pour tout ce qui est aussi commerce indépendant à Paris, il y a beaucoup suite au Covid, d'entreprises qui ont fait des prêts garantis par l'État et là maintenant ils doivent les rembourser et du coup il y a beaucoup de petits commerçants qui se retrouvent en fait en difficulté et des commerces qui baissent le rideau, quoi. Et c'est ça qui est dur et moi j'essaie de leur expliquer, c'est que j'ai souvent ce qui est difficile en fait, ah oui, pour répondre à ta question, chez qui ça fonctionne le mieux et que j'arrive direct à convertir, c'est des gens qui étaient dans la com avant
et qui savent direct qu'en fait, investir 350 € pour qu'on parle de l'adresse et qu'il y ait des milliers d'habitants qui en apprennent, qui la découvrent, ils y vont direct, ils cherchent même pas à négocier, ils disent oui. Et ce qui est difficile, c'est de réussir à convaincre des adresses. Je pense à un resto en plus très grand, un lieu de vie très sympa, qui a ouvert, et ils me disent, bah là, en fait, avec l'ouverture, avec les travaux, forcément, en fait, comme toutes les aventures entrepreneuriales, en fait, tout prend du temps, tout coûte plus cher, et du coup, il y a plus de mauvais imprévus que de bons imprévus. Donc, ils me disent, bah en fait, on n'avait pas prévu de budget com, et donc, en fait, le nombre de lieux qui me disent, bah en fait, on n'avait rien prévu pour la com. Donc, voilà, moi qui maintenant connais cet univers-là, je me dis, mais grave erreur, mais voilà, je vais pas leur dire. Mais, et du coup, ils me disent, ben, on viendra vers vous quand ça ira mieux et on investira à ce moment-là. Et en fait, 6 mois plus tard ou un an plus tard, ils vont pas bien du tout. Ils me disent, bah là, en fait, on est dans une période où ça va pas du tout, on peut pas communiquer maintenant. Et je dis, bah en fait, si vous allez mal, c'est maintenant, en fait, qu'il vous faut des clients. C'est maintenant qu'il faut communiquer, parce que dans 6 mois, vous êtes peut-être même plus là. Et je me dis, en fait, mais quel gâchis s'ils avaient mis les 350 € dès le début. En fait, dès le début, ils auraient eu, même si c'est 10 ou 20 clients, enfin, alors que clairement c'est plus, hein, mais qui après reviennent régulièrement chaque semaine, en fait, ils se sont privés, en fait, d'un gain de notoriété, d'un gain de clientèle qu'ils auraient eu dès le départ, parce qu'ils sont dans une petite rue pas passante où les gens ne les connaissent pas. Et donc, en fait, c'est juste que moi, ça me paraît tellement être une super bonne solution, mais parfois, j'arrive juste pas à les convaincre. Et du coup, c'est un peu frustrant, en fait, de me dire, mais en fait, ça aurait pu marcher autrement et l'histoire pourrait être différente pour vous. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'il reste, alors je vois qu'on a fait toutes les questions du chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être la dernière question? Ou est-ce que... Non, j'ai l'impression que c'est tout bon. Bah, peut-être pour conclure, moi j'avais quelques petites informations à vous partager. Merci Isabelle pour tes messages. Est-ce que tu veux, voilà, je sais pas, le mot de la fin, un dernier conseil, quelque chose que tu as envie de partager, Pauline? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vu que j'ai pas pu discuter avec chaque personne, et à la fois, je suis hyper touchée qu'il y ait plein de gens qui se soient connectés que je connais pas. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, et si vous voulez qu'on échange, voilà, qu'on prenne le temps d'échanger. Et puis surtout, si vous-même vous créez un média local et que vous avez besoin de petites infos, voilà, je suis à dispo pour vous répondre. Et puis si après vous êtes dans le 20e et que vous avez des idées de sujets ou de l'entrepreneuriat dans le 20e, je serais hyper contente aussi d'avoir de vos nouvelles. Je dis pas que le reste ne m'intéresse pas, mais, mais un peu moins, du coup, forcément. Mais du coup, au plaisir de prolonger l'échange au-delà là, voilà, de l'heure où j'ai beaucoup parlé, mais du coup, je vous ai pas trop entendu. Donc voilà, je suis un peu frustrée, forcément, mais c'est l'exercice qui était comme ça. Eh ben, merci beaucoup à tous. Alors, je vous ai partagé un petit questionnaire justement, si vous voulez. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques messages là, déjà dans le chat, mais si jamais voilà, vous voulez donner un peu votre avis, vos retours, et puis l'idée c'est aussi de pouvoir penser aussi au prochain webinaire et que ça puisse répondre aussi à vos besoins. Pareil, on vous pose aussi la question si vous voulez recevoir aussi la newsletter, enfin ta newsletter du coup, Pauline. Donc, vous pouvez remplir directement dans le questionnaire si vous le souhaitez, et aussi recevoir le replay. Ça sera sur YouTube, mais comme ça, on peut vous envoyer un mail et vous prévenir dès qu'il sera en ligne, et vous envoyer le lien également. Voilà, et puis bah, je vais du coup conclure. Merci à tous. Moi, je voulais vous partager quelques petites informations sur la rue. Je sais pas, effectivement, au niveau des profils, on n'a pas fait un tour de table. Ça a peut-être un petit peu manqué, donc je pense que la prochaine fois, ça pourrait être intéressant. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont indépendants, entrepreneurs parmi vous. Euh, mais du coup, sachez en tout cas qu'à La Ruche, on a un programme qui s'appelle le programme itinéraire, qui est un programme en 3 mois. Donc, je vous enverrai pareil les informations par mail. Et ce programme vous aide aussi à un peu tous les sujets qu'a abordé Pauline sur voilà, la construction de son offre, aller chercher ses premiers clients, faire son business plan, etc. Si vous avez des besoins voilà, d'accompagnement et que vous êtes peut-être un petit peu perdu, ou juste voilà, avoir aussi un conseiller, un coach individuel qui va pouvoir du coup répondre à vos questions vraiment personnalisées. Voilà, n'hésitez pas, je vais vous envoyer le lien, c'est le programme itinéraire du coup de La Ruche. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. On a aussi plein d'autres programmes en fonction de votre stade d'avancée. On va jusqu'à la levée de fonds. Donc c'est vraiment assez large en termes d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site en fait bah, voilà, les programmes qui pourraient correspondre. Et puis merci voilà, d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous enverrai le replay.
Merci Pauline, merci Anya. Et puis on se retrouve très rapidement.